je prends un petit peu d'avance. Donc, pour une présentation rapide, l'ODEMA, donc l'Observatoire déchets et matières des Hauts-de-France, c'est un observatoire partenarial donc, qui fait intervenir plusieurs structures et dont Géo-France assure la gestion du SI, donc la gestion des données et valorisation de ces données-là. Donc pour nous, c'est vachement intéressant parce qu'on est un petit peu maître de la façon dont cet observatoire va gérer et valoriser ces données. Donc là, c'est deux captures d'écran du tableau de bord que je vais présenter, qu'on a fait pour les besoins de l'observatoire et qu'on veut après. L'idée pour nous, c'est que cet observatoire, ça passe un petit peu comme un test, enfin en tout cas une vitrine pour ce qu'on voudrait développer chez les autres observatoires régionaux. Est-ce que tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Bon, en tout cas, c'est devant. Donc, pour présenter un petit peu la stack technique, l'architecture générale de ce tableau de bord en très bref, on est parti sur une application web qui va donc s'exécuter côté client avec du React. Et cette application va venir, via les flux WFS, s'alimenter en données depuis la plateforme Géo-France, puisque donc Géo-France étant dans ce cas-là le gestionnaire des données de l'observatoire. Et après, sur ce même principe, on va pouvoir aller récupérer des données chez d'autres fournisseurs. Donc là, pour l'observatoire déchets, on a l'ADEME qui est une ressource, l'agence de maîtrise de l'énergie, qui est une ressource importante pour les déchets, chez qui le client en fait, va aller directement chercher des données complémentaires pour les ajouter dans le même tableau de bord. Et sur la partie, sur l'application client, on repose principalement sur trois grosses librairies. Pour la partie affichage data-vise et graphique, donc on est parti sur Apache et Chart. Alors ce choix, c'est principalement parce que il y avait un grand choix de représentation possible, mais surtout que c'était la manière de faire les graphiques était assez simple, dans le sens où, je caricature à peine, mais un graphique, c'est un gros fichier de configuration JSON. Et ça, j'en reviendrai dessus après, c'est assez important pour nous, puisque ça permet à quelqu'un qui n'est pas forcément développeur, qui est un petit peu technicien, de créer un graphique de manière automatisée ou manuellement. Et en plus, en l'occurrence, la librairie, la documentation des chartes est assez bien fournie avec de nombreux exemples. Donc voilà, sans être forcément développeur, on peut s'en sortir assez facilement pour peu qu'on sache lire une documentation et manipuler du JSON. De la même manière, pour la partie carto, on est sur du map libre, un petit peu pour les mêmes raisons, parce que voilà, tous les styles peuvent être définis en JSON. Et la dernière librairie, la SQL, en fait, très souvent, quand on parle d'un flux de données pour en faire une data-vise, on a besoin au passage d'agréger les données, voire de les croiser avec d'autres sources. Et ça, alors ça peut se faire en JavaScript, sauf que chez nous, et je pense comme chez d'autres plateformes, on est beaucoup plus à l'aise sur du SQL pour la manipuler les données que sur du JavaScript. Donc cette partie-là, c'est pas indispensable, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps et de lisibilité dans le code. Et donc, nous, la partie sur laquelle on va plus intervenir, c'est la partie centrale, donc qui lie ces trois librairies. Pour ça, forcément, lister toutes les librairies, en gros, on a utilisé AntDesign pour la partie UI, donc les boutons, les inputs, etc. Et on a utilisé Refine, alors qui n'est pas une librairie très connue, que j'ai découvert moi, dans ce cadre-là, qui permet pour nous de grandement simplifier les appels aux API, donc la manière dont on va récupérer les données sur différents types d'API. Donc en gros, ces trois librairies auto, donc on les utilise sans trop y toucher, mais la partie centrale va nous gérer la connexion aux API et toutes les fonctionnalités un petit peu génériques qu'on peut s'attendre à trouver dans un tableau de bord, notamment les exports de données, les exports images pour les cartos et les databases. Et puis du plein écran, la navigation, enfin voilà, tout ce qui est générique à l'ensemble des applications web. Suivante. Et donc l'appel aux API repose sur un système, sur la librairie Refine, sur un système de connecteurs. Donc très concrètement, pour chaque type d'API, on va écrire un connecteur.
C'est pas très compliqué, ça prend quelques heures. Et le principe général, c'est d'écrire comment sur cette API je filtre, comment je pagine, comment j'accède à un item en particulier. Alors nous on s'est arrêté là sur la partie lecture, parce que pour les tableaux de bord on avait besoin uniquement de lecture, mais on peut aller plus loin puisqu'on peut gérer aussi la partie écriture, ce qu'on n'a pas du tout exploré dans ce cadre-là. Donc là, pour notre besoin, on a écrit deux connecteurs, un pour WFS et un pour l'API Datafair, donc le portail Datafair. C'est le portail qui est utilisé pour l'open data de l'ADEME. Alors c'est pas une API standard, mais c'est bien documenté. Donc on n'a pas eu non plus trop de mal à faire ce connecteur. Et ce qui est vachement bien, voilà, c'est qu'avec ce système de connecteur, on a vraiment une indépendance entre la source de données et le tableau de bord. Ce qui veut dire que demain, je ne veux plus utiliser du WFS, je veux utiliser l'API OGC. Ben, on a juste un travail à faire au niveau de ce connecteur, sans toucher au reste du tableau de bord. Donc, ce qui offre une assez bonne robustesse. Et là, est-ce que tu peux passer la vidéo? Eh bien non. Donc, parce que je la trouve pas, Stéphane. Tu l'as mis dans quel répertoire? Numéro 4. Dans le numéro 4. Okay. Et donc dans les connecteurs, oui, il existe aussi donc, des connecteurs community ou aussi des connecteurs qui étaient directement intégrés dans Refine, notamment, on n'a pas non plus testé, mais qui permettaient d'exploiter une API GraphQL. Donc d'écrire de manière standard les requêtes et les filtres sur GraphQL. J'y suis presque, hein. Je fais de mon mieux. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter, pour que ce soit un petit peu concret, une capture vidéo du tableau de bord. Et ensuite, je vous montrerai en fait les perspectives de ce travail qu'on va mettre en place chez nous et qui pourrait s'ouvrir à la communauté. Je suis désolé pour ce moment. J'y suis presque. Il y a du son avec ou pas? Il n'y a pas de son. On va arrêter jusque-là. Parfait. Voilà, donc là c'est le fonctionnement, donc c'est que comme sur un tableau de bord, on a une partie de contrôle utilisateur sur laquelle il va pouvoir filtrer, et donc les filtres vont se répercuter chez le fournisseur de données. Donc là, les fonctionnalités assez génériques qu'on a vu passer rapidement, donc qui permettaient de mettre un graphique en plein écran, d'exporter soit le graphique en image, soit les données sources du graphique. Tu veux que je fasse pause? Non, pour ça, c'est merci. Donc sur la navigation, on a vu entre nos différents tableaux de bord, et là donc c'est justement la partie où on a intégré la cartographie MapLibre. Et là pour nous, ce qui était vachement intéressant, c'est que la cartographie s'intègre totalement dans le tableau de bord, ce qui veut dire qu'il y a une interactivité entre les graphiques et la carto. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on clique sur une année sur un graphique, la carte se met à jour avec les données de l'année en cours. On clique sur, voilà, c'est des décharges, donc on clique sur une décharge, on a les détails de la décharge, enfin voilà, tout est interactif. Et donc ça permet à l'utilisateur d'intuitivement en fait, pouvoir cliquer sur ce qui l'intéresse et d'avoir les détails sur le tableau de bord entier. Et sachant que là, la source de données pour la carte et pour les autres graphiques est la même, ce qui permet aussi de charger qu'une fois les données. Voilà, si tu peux repasser sur le slide. Et donc, suite à ça, les grandes perspectives, c'est déjà de génériciser le projet, c'est-à-dire ce qu'on a fait pour l'observatoire déchets, donc toutes les parties qui ne sont pas à refaire. En gros, très concrètement, on va créer un nouveau dépôt GitHub avec toutes les parties qui ne parlent pas de déchets pour que ce soit réutilisable facilement sur d'autres tableaux de bord. Et surtout, le deuxième axe sur lequel on veut avancer, c'est de démocratiser l'accès à ce genre de tableau de bord, puisqu'aujourd'hui ça nécessite quand même de savoir développer. Alors c'est pas hyper compliqué, enfin, moi je ne suis pas développeur de métier, j'ai pu m'en sortir, donc on n'est pas sur des choses très compliquées puisqu'on a des librairies d'assez haut niveau, mais le but
c'est voilà, de démocratiser l'accès. Alors on n'a pas l'ambition d'en faire une interface no-code, mais le besoin en tout cas en interne, c'est qu'on ne veut pas que tout repose sur une ou deux personnes. Et donc, si je reprends ce graphique qu'on avait présenté l'année dernière, donc de notre benchmark des différentes méthodes, là on est sur des développements sur mesure, donc on est tout en face, tout en bas, sur la partie la plus complexe. L'idée c'est de pouvoir remonter au maximum. En fait, là je pourrais même presque faire un parallèle avec Enjoyer, c'est-à-dire qu'on voudrait que pour l'administrateur, ça ressemble à un fichier de configuration à éditer, ce qui permettrait voilà, à plus de monde au sein de notre service et au sein j'imagine que c'est quasiment les mêmes problématiques sur les autres IDG, de mettre en place ou de maintenir ce genre de tableau de bord. Si tu peux passer sur la suivante. Et donc on a identifié en fait un profil type d'utilisateur, enfin d'administrateur. Et en gros, ce vers quoi on voudrait tendre, c'est que quelqu'un qui sait manipuler du JSON, qui sait faire du SQL, qui a quelques notions dans le langage web et qui sait lire une documentation, puisse s'en sortir. Et en fait, ce profil-là, on le trouve plus facilement que quelqu'un qui serait développeur. Voilà, le but étant que ça ne repose pas encore une fois sur une ou deux personnes. Et la dernière diapo, s'il te plaît. Voilà, là, pour donner un exemple concret de ce à quoi on veut que ça ressemble, en fait, en gros, alors c'est pas forcément fonctionnel, mais en tout cas, ce qu'on voudrait, c'est que cette partie de code ici, donc qui est le code en React, donc qui ressemble quelque part à du XML ou du HTML, c'est quelque chose d'assez compréhensible. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'en écrivant simplement ces quelques lignes de code, on arrive à un résultat comme ça. C'est hyper caricatural, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre. Et voilà, si vous avez des questions. Oui, non, pardon, très très rapidement, en fait, les avantages et inconvénients de cette méthode, on est sur du sur-mesure, donc en fait on a un niveau de personnalisation qui est extrême, c'est-à-dire qu'on n'est jamais bloqué, c'est vraiment ce qu'on voulait, puisque quand on a des demandes de database, c'est parfois assez difficile d'anticiper des demandes qui peuvent être très spécifiques sur, voilà, je veux le texte de tel item qui est un peu plus gros, cette couleur, dans cet ordre-là, etc. Donc là-dessus, c'est bon, après c'est du sur-mesure, donc les temps de développement sont relativement longs. Alors je dis relativement parce que c'est beaucoup plus long que sur un superset ou sur une interface graphique. Mais c'est pas non plus. Enfin, je ne saurais pas chiffrer combien de temps on a mis pour mettre ça, mais en tout cas, on n'est pas sur des mois entiers. Il n'y a pas de back-end, alors ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient, puisque chez nous, le back-end, en fait, c'est le GeoServer. Et c'est très facile à déployer, puisque c'est une application client. Donc ça c'est aussi pour moi un gros point fort dans certaines structures où on peut avoir des DSI qui sont un petit peu frileuses ou autres. Là, il faut juste un espace HTTP pour déployer l'application. Et enfin, il y a un grand potentiel de supporter plein d'API actuels ou futurs. Et je vous remercie.